Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui provoque souvent une petite boule au ventre chez qui cherche un emploi. La relance après une candidature. On a envoyé son CV, sa lettre, et puis, eh bien, le silence. Que faire? Relancer, ne pas relancer, et surtout, comment? Hmm. Pour démêler tout ça, on a mis la main sur une ressource assez précieuse. Un guide de formation de LRDCIP. Alors, LRDCIP, c'est le repère des conseillers en insertion professionnelle. Oui, Ces professionnels qui accompagnent justement les personnes en recherche d'emploi. Ce guide s'appelle tout simplement «Relancer une candidature». d'accord. Notre objectif aujourd'hui, en extraire un peu la substantifique moelle, comprendre les étapes clés qu'il recommande pour essayer d'obtenir une réponse sans pour autant griller ses chances. Prête à analyser cette démarche ensemble? Oui, et c'est une démarche plus stratégique qu'il n'est paraît en fait. Le vrai défi, c'est de trouver le juste milieu, manifester son intérêt, montrer qu'on est toujours motivé, mais sans basculer dans l'impatience ou l'insistance qui peut vraiment agacer un recruteur débordé. Ah oui. Une bonne relance, ça peut parfois faire pencher la balance, mais une mauvaise, ça peut être rédhibitoire. Ce guide semble justement s'attacher à définir cette ligne de crête. Alors, commençons par le commencement. Le temps. Quand est-ce qu'on dégaine cette fameuse relance? Est-ce qu'il y a une règle d'or dans ce guide LRDCIP? Le guide donne effectivement une première balise temporelle. Il parle d'un délai raisonnable à respecter avant toute action. Concrètement, il suggère d'attendre 1 à 2 semaines après l'envoi de sa candidature. 1 à 2 semaines. Pourquoi ce délai précisément? J'imagine que ça peut paraître long pour quelqu'un qui attend avec impatience. C'est compréhensible, oui, mais ce délai, il a une justification pratique. Il faut laisser le temps matériel aux recruteurs de recevoir l'ensemble des candidatures, parfois des centaines, hein, Mhm. de faire un premier tri, de lire, d'évaluer. Dans beaucoup d'organisations, ce processus prend du temps, il y a plusieurs étapes, plusieurs personnes impliquées. Relancer trop tôt, c'est un peu comme interrompre quelqu'un en pleine lecture. Oui. C'est souvent mal perçu et ça peut signaler une forme d'impatience ou un manque de compréhension des processus de recrutement. Donc cette patience initiale, c'est déjà une première marque de professionnalisme. D'accord, je vois l'idée. C'est un repère utile, même si on peut imaginer que, bon, dans des secteurs très dynamiques ou des petites structures, les choses vont parfois plus vite. Bien sûr. Ce délai de 1 à 2 semaines est donc une moyenne indicative. Admettons que ce délai soit passé. L'étape suivante, c'est de savoir à qui adresser cette relance. Comment on trouve la bonne personne? Le guide donne des pistes? Oui, et ça, c'est un point clé. Parce qu'une relance envoyée à la mauvaise personne ou à une adresse générique, elle risque de se perdre. Mhm. Le guide recommande donc de cibler au maximum. Les options privilégiées sont le responsable du recrutement, si son nom figure dans l'annonce, ou bien le manager du département pour lequel le poste est ouvert. Parfois, l'offre d'emploi mentionne explicitement un contact pour les questions, logique. Mais que faire si on n'a aucun nom? On envoie à l'adresse contact@entreprise.com au risque que ça tombe un peu dans les limbes. C'est le risque, effectivement. Alors, le guide suggère de viser le service des ressources humaines. C'est généralement le point d'entrée pour les questions de recrutement. Ils pourront soit renseigner directement, soit transmettre en interne. D'accord. Une autre stratégie, de plus en plus courante et mentionnée par le guide, c'est d'utiliser les réseaux pros comme LinkedIn. Une petite recherche permet parfois d'identifier le recruteur en charge du poste ou le manager de l'équipe concernée. Contacter directement un manager via LinkedIn, par exemple, n'est-ce pas parfois perçu comme un peu trop direct? Comme si on essayait de court-circuiter les RH? C'est une excellente question. Le guide n'aborde pas frontalement ce risque spécifique, mais il insiste beaucoup sur le ton et la manière. Si on choisit cette option, il faut le faire avec énormément de tact, hein. Mhm. Un message très court, très professionnel, expliquant qu'on a postulé via le canal officiel et qu'on se permet juste de réitérer son intérêt pour le poste au sein de son équipe. Il ne s'agit pas de demander un passe-droit. D'accord. Le succès de cette approche dépendra beaucoup de la culture de l'entreprise. Certaines apprécient l'initiative, d'autres préfèrent un processus plus formel via les RH. Disons que c'est une option à considérer, mais avec prudence. Peut-être en dernier recours si les autres pistes n'ont rien donné. L'essentiel, c'est que la relance arrive au bon endroit. Bien noté. Prudence et ciblage. Un autre point que le guide aborde et qui peut sembler un peu anodin, c'est la courtoisie. Même lors d'un premier contact qui ne serait pas directement avec le décideur, par exemple un appel au standard. Ah oui? Le guide parle de préparer un speech convaincant. Ça sonne un peu intimidant, non? Oui, le terme speech convaincant peut impressionner, c'est vrai. Mais il faut le démystifier un peu.
Il ne s'agit pas de préparer un monologue de vente. D'accord. L'idée, c'est simplement d'être préparé. Quand on appelle, même si on tombe sur un standardiste ou une assistante, il faut être capable d'énoncer clairement et brièvement qui on est, pourquoi on appelle, pour quelle candidature, envoyer quand, et ce que l'on souhaite, parler à Monsieur X, savoir si les candidatures sont toujours en cours d'examen. C'est ça, le speech. Être clair, concis, professionnel et surtout extrêmement poli. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Bonjour, s'il vous plaît, merci beaucoup pour votre aide, bonne journée. Ces formules de politesse de base sont essentielles. Oui. On ne sait jamais qui est la personne au bout du fil et quelle influence elle peut avoir, même indirectement. Ce premier contact, même bref, donne une image du candidat. D'accord. Donc c'est moins une question de convaincre que de faciliter la tâche de son interlocuteur en étant clair et poli. Ça me paraît plus accessible. Exactement. Maintenant, passons au cœur du réacteur pour beaucoup, le courriel de relance. Comment on rédige ça pour que ce soit efficace sans être lourd? Quels sont les ingrédients magiques selon LRDCIP? Alors, le guide est assez précis sur la structure et le contenu de ce courriel. D'abord, le formalisme bien professionnel, orthographe et grammaire impeccable, adresse email sérieuse. La base. La base, oui. Pas de familiarité, pas d'abréviation excessive. Ensuite, la clarté de l'objet du mail est primordiale. Quelque chose comme suivi candidature, intitulé du poste. Simple et direct. Voilà. Dans le corps du mail, il faut rappeler immédiatement de quoi il s'agit, le poste visé et la date approximative de l'envoi de la candidature initiale. Le recruteur doit pouvoir situer le contexte en quelques secondes. Et une fois ce rappel fait, on attaque sur quoi? On redéveloppe ses motivations? On renvoie son CV? Ah, surtout pas. Le guide est clair là-dessus. Ce n'est pas une deuxième lettre de motivation. Il faut réitérer son intérêt et son enthousiasme pour le poste et l'entreprise, oui, mais de manière très concise. Une phrase ou deux suffisent. D'accord. Par exemple, je tenais à vous confirmer mon vif intérêt pour ce poste et pour l'opportunité de rejoindre le nom de l'entreprise. C'est là qu'est l'équilibre. Montrer que la motivation est intacte sans alourdir. Je vois. Le cœur du message, en fait, c'est la question sur l'état d'avancement. Elle doit être simple, ouverte et neutre. Pourriez-vous m'indiquer où en est le processus de recrutement pour ce poste? Ou je me permets de revenir vers vous pour savoir si vous avez une meilleure visibilité sur les prochaines étapes. Et enfin, une formule de politesse classique pour conclure. C'est très structuré. Le guide met aussi l'accent sur la brièveté et la nécessité d'éviter un ton qui pourrait sembler insistant, voire désespéré. J'imagine que c'est facile de déraper sans s'en rendre compte quand on est stressé par l'attente. Exactement. La concision est essentielle parce que les recruteurs sont souvent submergés de mails. Un message court et direct a plus de chances d'être lu et traité. Logique. Quant au ton, c'est crucial. Le guide met en garde contre tout ce qui pourrait traduire l'impatience, la frustration ou la pression. Pourquoi? Parce que cela peut être interprété de plusieurs manières négatives. Comme par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un recruteur qui reçoit un mail un peu trop pressant? Ça peut être perçu comme un manque de professionnalisme, une difficulté à gérer la frustration ou l'attente, ce qui peut être un mauvais signal pour un futur collaborateur. Ah oui. Ça peut aussi paradoxalement signaler un manque de confiance en soi, comme si le candidat misait tout sur ce seul poste et n'avait pas d'autres options. Voire, dans les cas extrêmes, une personnalité un peu trop envahissante. Hmm. L'objectif de la relance, c'est de montrer un intérêt maîtrisé et professionnel, pas de quémander une réponse ou de mettre la pression. C'est une nuance subtile mais importante. Le guide soulève implicitement cette question de la perception de l'insistance dans le monde du travail. Elle est rarement une qualité appréciée. C'est un point très important, ça. La relance est un exercice d'équilibriste. Il faut montrer son intérêt sans montrer son anxiété, en somme. C'est tout à fait ça. Maintenant, imaginons le scénario classique. On a envoyé ce mail parfait, concis, poli, bien ciblé, et toujours rien. Silence radio. Est-ce qu'on a le droit à une deuxième cartouche selon le guide? Alors, le guide envisage cette possibilité, oui, mais avec beaucoup de prudence. Il suggère qu'une seule relance supplémentaire est envisageable, pas plus. Une seule. Oui, et surtout, pas tout de suite en tête. Il faut à nouveau laisser passer un délai raisonnable, de l'ordre d'1 à 2 semaines encore après la première relance. D'accord. Le contenu de ce second mail serait encore plus bref, un simple rappel courtois. Et si ce deuxième mail reste lui aussi sans réponse? Alors là, le guide est catégorique. Il faut s'arrêter là. Il utilise même un mot assez fort mettant en garde contre le risque de tomber dans quelque chose qui pourrait être perçu comme du
harcèlement. Ah oui, carrément. C'est dire l'importance de ne pas franchir cette ligne. Tenter des relances multiples par différents canaux après 2 tentatives infructueuses, c'est non seulement contre-productif, ça ne fera pas avancer le dossier, mais ça risque surtout de nuire durablement à l'image du candidat auprès de cette entreprise. Bien sûr. Et potentiellement même au-delà, parce que les recruteurs parlent entre eux. La modération est donc de mise non seulement dans le ton, mais aussi dans la fréquence. 2 tentatives espacées, c'est le maximum absolu recommandé. Harcèlement, le mot est effectivement puissant et donne à réfléchir sur l'impact potentiel de l'insistance. C'est une mise en garde très claire. Très clair. Pendant toute cette attente, après l'envoi initial, après la ou les relances, le guide donne un conseil qui relève du bon sens, mais qui est sans doute essentiel pour garder la tête froide. Absolument. C'est un conseil pragmatique mais fondamental. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pendant qu'on attend une réponse pour le poste A, il faut continuer activement sa recherche pour les postes B, C, D. Continuez la machine. Exactement. Continuer à chercher des offres, à adapter son CV, à envoyer des candidatures, à solliciter son réseau. Pourquoi est-ce si crucial au-delà de la simple multiplication des chances? Il y a plusieurs bénéfices. D'abord, sur le plan psychologique, ça aide énormément à gérer l'attente et l'incertitude. Se focaliser sur une seule candidature crée une dépendance émotionnelle très forte au résultat, ce qui peut être source de beaucoup de stress et de déception. Continuer sa recherche maintient une dynamique positive, un sentiment d'action et de contrôle sur sa situation. Oui, ça permet de rester acteur. Soyons réalistes, même avec la meilleure relance du monde, de nombreuses candidatures n'aboutissent pas, souvent pour des raisons qui nous échappent complètement. Candidat interne, gel du poste, etc. C'est vrai. Donc diversifier ses pistes est la stratégie la plus saine et la plus efficace. C'est très clair. Garder le mouvement, ne pas s'arrêter à une seule porte. Si on essaie de rassembler un peu les fils de tout ce que dit ce guide LRDCIP, on dirait que la relance efficace est un art subtil qui combine plusieurs ingrédients. Le bon timing pour ne pas brusquer, le bon ciblage pour être entendu, une communication irréprochable sur la forme, politesse, concision, et sur le fond, rappeler l'intérêt sans insister, une fréquence très limitée pour ne pas agacer, et surtout une attitude globale de recherche active pour ne pas dépendre d'une seule réponse. C'est une excellente synthèse de la philosophie qui se dégage de ce guide. Il propose un cadre, une méthode, pour une étape souvent vécue dans l'angoisse et l'improvisation. Et il rappelle aussi une vérité importante. Les processus et les délais varient énormément d'une entreprise à l'autre. Il n'y a pas de norme absolue. D'où l'importance capitale, comme le souligne le guide, de cultiver la patience et de maintenir une posture professionnelle sans faille tout au long du parcours. C'est aussi une compétence que les recruteurs observent d'ailleurs. D'accord. Donc, pour résumer les points d'action tirés de ce guide LRDCIP, on attend 1 à 2 semaines avant la première relance, on identifie le bon interlocuteur, RH, manager, contacte l'annonce, on prépare un message ou un appel, courtois, clair et concis, rappelant le poste et notre intérêt. On pose une question simple sur l'avancement. Si pas de réponse, une seule relance supplémentaire est possible après 1 ou 2 semaines de plus. Et pendant tout ce temps, on continue activement ses autres recherches. C'est une feuille de route qui peut sans doute à dédramatiser cette étape, non? Tout à fait. L'intérêt de ce type de guide, c'est de fournir une structure rassurante et des bonnes pratiques éprouvées. Au lieu de se torturer l'esprit sur « dois-je relancer, comment ?» on dispose d'une approche réfléchie. Ça permet de transformer une source potentielle de stress en une occasion de démontrer, une dernière fois peut-être, son professionnalisme, sa motivation et son respect des processus. C'est une démarche beaucoup plus constructive pour le candidat, je trouve. En effet, et pour ouvrir une dernière piste de réflexion qui va un peu au-delà du guide lui-même, ce document nous dit très bien comment relancer. Mais il ne dit pas quand ne pas relancer. Est-ce qu'on pourrait imaginer des situations, des contextes très spécifiques, peut-être liés à la culture d'une entreprise très particulière, à un type de poste très convoité, où le silence est une réponse en soi, ou à des signaux qu'on aurait perçus lors d'un premier contact, où la meilleure stratégie serait finalement de ne rien faire, où une relance, même parfaite, serait perçue comme superflue ou à contretemps? C'est une question ouverte, mais qui invite peut-être à affiner encore notre approche de cette étape délicate, une matière à réflexion pour la suite.